Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux chasseurs X fabriqués par Kenner et Palitoy. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Donc, des deux rives de l'Atlantique, le chasseur X était différent et nous allons maintenant rentrer en détail sur ses variations. Tous deux distribués à partir de 1978, chaque emballage possède une présentation différente avec pour point commun le lettrage Star Wars accompagné de l'illustration de Luke et Leia sur le côté gauche du logo. Photographié sur un fond étoilé avec du vrai sable, le modèle Palitoy est livré sans équipement électronique comparativement au vaisseau fabriqué par Kenner. De taille similaire, les deux coffrets illustrent sur chaque côté de l'emballage les fonctions et accessoires qui accompagnent le vaisseau emblématique de la flotte rebelle. On remarque que Palitoy choisit un côté de l'emballage comme support publicitaire afin de présenter 5 personnages des 12 premières figurines listées avec sur le côté opposé une scène où Luke sort de son vaisseau retrouver ses amis. La version Kenner présentée sur fond rouge illustre le vaisseau avec son équipement électronique, son et lumière et la figurine de Luke dans le cockpit. Sur les côtés, une série de photos présente les fonctions du vaisseau avec ses accessoires, ainsi que sur l'un des grands côtés latéraux, une scène regroupant les personnages autour du chasseur Helix et son pilote. Alors, pourquoi deux chasseurs différents entre l'Amérique et l'Europe? Tout simplement pour des questions budgétaires. Mais il faut noter que le modèle britannique, sans son et lumière, sera le modèle référent sur le continent européen. Et il faut noter que celui-ci sera disponible jusqu'en 1985, sous un autre nom, mais c'est très exactement le même vaisseau, simplement une plaquette d'autocollant dans un nouvel emballage sera vendue avec ce vaisseau. A noter qu'en 1980 et 1982, pendant 2 ans, le modèle Kenner, lui, sera bien disponible sur le marché français. Le cahier des charges fourni par Kenner permet à Palitoy de fabriquer ses propres moules à injection plastique en Angleterre, tout en modifiant la partie technique dédiée à accueillir l'équipement électronique. C'est là que l'on remarque la principale zone de modification entre les deux modèles, avec un autocollant qui dessine le réacteur central, le retrait du bouton qui active le son et lumière, ainsi que la partie avant du vaisseau qui est moulée d'un bloc par rapport au modèle américain. On remarque aussi sur le dessus du vaisseau que Palitoy interprétera une sculpture légèrement différente dans cette zone spécifique avec le choix d'un dôme chromé pour R2D2, représentation plus proche de la figurine vendue séparément. Le mécanisme d'ouverture des ailes est fabriqué sur le même principe que le modèle américain. On déploie en position de combat en appuyant sur la tête d'R2D2 et le retour en position nominale est déclenché par le petit loquet blanc situé derrière le droïde. La fenêtre du cockpit s'ouvre par le dessus afin de placer une figurine sur le siège de pilotage. Le train d'atterrissage se déploie manuellement à l'avant sous le vaisseau. La version américaine comporte un système électronique de son et lumière. Le circuit est alimenté par 2 piles standards type LR6 placées à l'arrière du vaisseau. Le bouton du capot arrière active simultanément une LED rouge située à l'avant et un moteur masqué dans le corps de l'appareil qui reproduit le son du laser. Les ailes se déploient en appuyant sur la tête du R2D2, non chromé chez Kenner, et reviennent en position initiale grâce au petit loquet bleu placé derrière lui. Contrairement au modèle britannique, on remarque que la partie centrale à l'arrière du vaisseau est sculptée dans la masse et que le nez de l'appareil est conçu avec une pièce rapportée. Comme pour le modèle Palitoy, la fenêtre du cockpit s'ouvre par le dessus afin de placer une figurine sur le siège de pilotage prévu à cet effet à l'intérieur du vaisseau. Le train d'atterrissage se déploie aussi manuellement à l'avant sous le chasseur. Première grande production de masse, le vaisseau de Luke Skywalker se devait être le plus proche du modèle initial produit par Kenner. Malgré le manque d'équipement électronique, la silhouette est respectée avec un détail supplémentaire, celui du dôme chromé d'R2D2 absent outre-Atlantique. A noter que Kenner choisit un plastique plus robuste et malgré cette différence, la conception plus simple du vaisseau produit par Palitoy restera la norme en Europe tout au long de la vie de la gamme jusqu'en 1985. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.